Arnaud Riou est un explorateur, un voyageur passionné d'entre les mondes, comédien, metteur en scène mais aussi coach, formateur et conférencier. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Jouer le rôle de sa vie, Oser parler et savoir dire, Réveiller le chaman qui est en vous et plus récemment d'un carnet de méditation calme. Il a connu la vie rythmée des tournages et des auditions jusqu'au jour où il croisa la route des sages, ceux qui sont dans la joie, qui rayonnent et émanent une paix profonde, presque incompréhensible. Pour comprendre les secrets de cette joie, il étudiera alternativement les enseignements ancestraux des lamas tibétains et ceux des chamans amérindiens. Il passe aisément de l'Occident à l'Orient, partageant les outils qui permettent de redonner du sens à sa vie. C'est un homme apaisé que je rencontre aujourd'hui, heureux de transmettre au plus grand nombre cet espace de paix qu'il a su construire en lui. Son livre de méditation calme en est la synthèse. Ce livre révèle les outils simples qui aident à conserver au quotidien cet apaisement. Une détente du corps et de l'esprit qui est un choix de chaque instant. C'est pour partager ses apprentissages et sa vision de la vie que j'ai souhaité le rencontrer. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis enchantée d'être ici et de pouvoir partager du coup plein de belles choses à vos côtés. Alors moi j'aimerais Arnaud que vous nous expliquiez qu'est-ce qui vous a réveillé au chamanisme ou réveillé le chaman qui est en vous. En fait je crois qu'il s'est jamais vraiment endormi. Il a toujours été présent, il a pris d'autres mots, d'autres noms, d'autres appellations, mais j'ai toujours eu dans mon parcours cette sensation d'être en lien avec l'invisible, d'être en lien avec la magie, d'être en lien avec la poésie du monde, et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, que je sois enfant, que je sois adolescent, c'était toujours plus ou moins révélé, et là ce qui s'est passé avec le livre peut-être ça a permis de mettre des mots dessus parce qu'il y a eu tout un parcours, mais le livre ça a vraiment permis le fait d'écrire, c'est mettre à la lumière quelque chose qui dormait. Mais ce livre a eu lieu à la suite de rencontres que vous avez faites. Comment ça s'est passé? Comment déjà vous avez décidé à un moment donné de vous mettre en chemin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui devait peut-être bloquer ou qui ne fonctionnait pas? La guérison, elle est toujours d'une maladie, et donc c'est toujours un choc qui amène à vouloir changer. Et pour moi, c'est parce que j'étais dans un moment de ma vie où ça s'est passé surtout quand j'étais comédien, j'avais 24 ans, j'étais surtout préoccupé par le fait de gagner ma vie, de jouer au cinéma, de jouer au théâtre, d'avoir des rôles, d'être connu, donc sur l'image. C'est ça qui me préoccupait beaucoup, et j'avais assez peu de dimension spirituelle à l'époque. Et il y a eu plusieurs événements. Il y a eu un accident que j'ai eu qui a fait comme un électrochoc. Il y a eu une succession d'histoires amoureuses catastrophiques qui m'ont amené à m'interroger sur l'amour, à m'interroger sur l'homme, sur la femme, sur la vie. Il y a eu la sensation aussi comme si je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans tout ce qui était visible. J'étais heureux dans mon métier, j'étais bien dans ma maison, mais il y a quelque chose qui n'était pas nourri. Et ce pas nourri, il a fallu que j'aille le chercher ailleurs. Donc il y a eu tout un parcours, j'ai passé du temps, j'ai passé une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, avec les chamans, avec les Amérindiens, je suis allé en Inde, au Tibet, en Mongolie, au Québec, je suis allé rencontrer les hommes médecine, je suis allé rencontrer ceux qu'on appelle les sages, les gardiens de la terre, peut-être des êtres qui sont dans une vibration du passé, ceux qui sont restés en lien avec le bon sens, avec la nature, avec l'invisible, et qui sont porteurs de traditions millénaires et qui, moi, m'ont nourri complètement. Et après, j'ai eu besoin, en ayant reçu tout ça, de transmettre les enseignements chamaniques ou lamaïques ou tantriques avec des mots qui soient des mots concrets, qui soient des mots adaptés à notre culture, adaptés à notre civilisation, parce que ces chamans, souvent, enseignent en silence, ou alors un enseignement va durer 15 jours sur quelque chose et on n'a souvent pas ni l'occasion ni l'opportunité d'avoir accès à ces enseignements. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est ayant reçu ces enseignements, je cherche les mots les plus grand public pour les transmettre au grand public, parce que ça fait partie de notre patrimoine, de notre humanité. Mais
À un moment donné dans votre vie, vous étiez acteur, qu'est-ce qui vous a décidé à part... Vous êtes parti au Tibet Non, j'ai eu la chance de rencontrer les maîtres en France, en fait, les maîtres tibétains. Ça a été la première rencontre. Venus à vous? Vous êtes allé Je suis allé à eux parce que une synchronicité, quelqu'un qui me dit bah tiens, il y a un enseignement d'un Rinpoché à Paris, donc je suis allé écouter cet enseignement. Je comprenais rien, mais il y a mon âme qui disait c'est bien que tu sois là. Et puis, j'ai eu envie de revenir, puis je suis revenu une 3e fois, une 4e fois. Après, il a annoncé qu'il faisait une retraite un week-end. Et je ne comprenais pas. On parlait ça parlait de questions que je me posais assez peu. C'était des enseignements sur la non-dualité, c'était des enseignements sur l'impermanence. Et j'étais assez peu amené à me poser ces questions-là. Et puis, ça devenait de plus en plus sensible, de plus en plus subtil. Et je me demandais à la fois, mais quelle application je pourrais faire de tout ça? Et mon âme me disait, c'est ça que tu cherchais, c'est ça que tu es venu chercher. Et il y a eu cette période avec les Tibétains, et puis après ça s'est ouvert. Je me suis rendu compte que les lamas étaient souvent des grands chamans. Je me suis intéressé au chamanisme aussi. Et puis je me suis rendu compte que le chamanisme, le druidisme, le lamaïsme, c'était très proche. C'était des approches de la terre qui avaient été différentes en fonction des pays et des traditions, mais ça nous ramenait toujours à notre essence, parce que la finalité de ça, c'est pas de faire un truc à part, c'est de retrouver notre essence primordiale. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Notre essence primordiale, c'est de faire le plus grand travail du chaman, c'est de se désidentifier à sa personnalité, à sa fonction sociale, à son rôle dans la société, parce que dès qu'on a une nouvelle fonction, on a une étiquette, et on va s'identifier à l'étiquette. Je suis chef d'entreprise, je m'identifie au chef d'entreprise. Je deviens parent, je m'identifie au rôle de parent. Et tout ça, ce sont des étiquettes qui nous éloignent de notre essence. Et comme le travail chamanique, c'est comme un oignon dont on enlèverait les peaux, on se dit, je ne suis pas ma personnalité, je ne suis pas mes souvenirs, je suis plus que les habits que je porte, je suis plus que les habitudes de mon quotidien. Et petit à petit, quand on enlève tout ça, il n'y a plus que le cœur, il reste que le cœur. Et ça demande de développer, de passer au-delà de la dualité, de passer au-delà de la projection, de passer au-delà de l'attente pour retrouver vraiment notre vraie nature. Mais tout en continuant à jouer son rôle dans la vie. On est quand même ce chef d'entreprise, on est cette mère de famille, mais c'est quoi? C'est prendre du recul sur tous ces rôles C'est prendre du recul pour trouver la vraie nature de notre être. Je crois qu'on est en souffrance quand... moi, j'ai reçu et je reçois toujours depuis des années des gens qui me disent « j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens ». J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a des gens qui se foutent en l'air, qui se jettent d'un pont, soi-disant pour une rupture amoureuse. En fait, il y a quelque chose toujours de plus large, de plus grand que ça. Ce à quoi on aspire, c'est retrouver notre essence divine, ni plus ni moins. On le sait, nos cellules le savent. On le savait comme à la naissance, on le sait en naissance. Et on a besoin de le retrouver, de s'autoriser à le retrouver. Mais pour se dire, je veux retrouver mon essence divine, il faut passer quelques caps, parce que sinon on va être mis dans la case des fous en se disant pour qui il se prend. On se prend simplement pour... On n'a pas perdu l'essence de notre humanité. C'est la plus belle chose qu'on ait à faire sur cette terre. C'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et ce qui nous manque, c'est juste de se poser, de méditer et de reprendre conscience de notre vraie nature. Parce que la vie est tellement courte qu'on n'a pas de temps à perdre. En tout cas, nous passons un très agréable moment. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus concrètes, parce que j'aimerais que des gens aussi qui ne se sont jamais posé ces questions-là puissent voir cette vidéo et se dire « Ah, c'est peut-être un truc qui me manque là, il y a peut-être quelque chose à explorer ». Quand on rencontre des gens, on parlait souvent de l'alignement, que c'est très important d'être aligné, et qu'une personne ne se rend pas forcément compte qu'elle n'est pas alignée, elle va trébucher au quotidien, elle a l'impression que sa vie va bien, mais il y a des petites choses contre lesquelles elle se heurte, et comment on peut aider ou amener une personne à aller sur ce chemin quand nous-mêmes on a un petit peu avancé, sans vouloir la changer, sans croire que nous-mêmes on a raison, mais en lui donnant un petit coup de pouce. C'est assez délicat comment on fait quand on a des proches et ça nous tient à cœur? Je crois que la meilleure façon d'aider, c'est l'exemplarité. C'est par l'exemple. C'est parce que les enfants apprennent par l'exemple. C'est parce qu'on a du plaisir à manger des carottes que les enfants vont avoir envie d'en manger avec nous. C'est sûrement pas en les forçant. Et c'est parce qu'on est heureux que les gens vont se dire « mais tiens, comment il fait pour être heureux ?» Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser au bouddhisme, c'est de voir la joie des maîtres.
Je me disais, mais c'est incroyable, ces maîtres-là, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont aussi joyeux? La joie se voit sur leur visage, ils sont épanouis, ils sont rayonnants, ils semblent ne manquer de rien. Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Moi j'ai un métier qui me plaît, j'ai plus d'argent sur mon compte que j'ai une maison, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont? Et quand je regarde, c'est rien de l'ordre du matériel. C'est une forme de réalisation du soi. Ils se sont trouvés. Et donc c'est parce que je voyais ces maîtres s'être trouvés, ces maîtres ou ces moines qui s'étaient vraiment trouvés, je me disais, mais moi aussi je veux trouver cette nature-là. Et cette nature-là, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Et ça demande une descente dans ses profondeurs, ça demande de se confronter un peu à ses ombres pour aller réveiller la lumière. Et quand on a trouvé quelque chose en soi, alors à ce moment-là, on le sait qu'on est à sa place parce qu'il y a un contentement intérieur qui fait que l'extérieur n'a plus de prise sur nous, plus autant de prise que sur nous. Il y a un détachement. Il y a un détachement. Je ne dirais pas plus de prise, parce que bien évidemment qu'on est affecté quand il se passe ça ou ça dans notre entourage, mais on n'est pas affecté de la même manière. On n'est pas affecté dans nos... Il y a une stabilité qui naît, qui fait que le bonheur ne naît plus des événements extérieurs. Et toujours, on a la possibilité, dans chacun de nos actes, de se dire « qu'est-ce que je fais de cette posture ?» Quand quelqu'un sur la route me fait une queue de poisson, j'ai plein de réactions possibles. Je peux l'attendre au prochain feu rouge, ou je peux me dire « passe ». Je peux aussi lui transmettre autre chose. Et ça va être la posture. Et je crois que faire de sa vie une œuvre d'art, c'est créer la paix en nous, c'est créer la paix en nous, c'est créer la beauté en nous, c'est créer la poésie, l'abondance en nous. Et ça se fait par étapes, je suppose que ça n'arrive pas. Ça se fait par étapes, et dans les étapes, des fois il y a des gens qui font un stage par exemple, et waouh, c'est la révélation incroyable. Puis ils en refont un autre, 2 mois après, c'est pas aussi fort. Puis ils en refont un troisième, c'est encore pas aussi fort. Parce qu'il y a des étapes. C'est comme quand dans l'apprentissage, on apprend à marcher, waouh, extraordinaire. Puis après, on apprend à être propre. Waouh, c'est incroyable. On apprend à manger tout seul. Et puis après, les étapes suivantes sont plus subtiles. Mais elles sont quand même visibles. Et dans le cheminement spirituel, c'est pareil. Il y a des étapes qui sont très fortes. Celle d'arrêter de se considérer comme une victime. Paf, d'un seul coup ça change quand on prend conscience de notre responsabilité. Celle de prendre conscience qu'on crée notre réalité. C'est encore une étape, parce que prendre conscience qu'on crée notre réalité, waouh, ça ouvre à plein de choses. Et quand on a pris conscience de ça, après les changements sont plus subtils, mais ils existent toujours, heureusement, tant qu'on est vivant. Du coup, par rapport à ce changement personnel qu'on peut faire, j'avais envie de rebondir tout de suite en disant, c'est comme ça qu'on change le monde alors du coup Mais alors, on a l'impression que ça a tellement peu d'impact, et puis des fois on a l'impression de régresser. Est-ce que ça existe, c'est vraiment qu'on régresse, ou c'est juste que là c'est un obstacle, ou c'est quelque chose qu'on n'a pas bien compris? Profondément, je ne crois pas qu'on régresse vraiment. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir l'impression de tourner en rond, on peut avoir l'impression de ne pas avancer ou de ne pas avancer assez vite. Mais chaque petit pas qu'on fait, quand on s'occupe de son jardin, il y a des moments, ça nous semble complètement fouillu. Mais si on prend le temps de retourner la terre régulièrement, si on prend le temps de semer les bonnes espèces, si on taille régulièrement, et à un moment donné, on aura un beau jardin. Et c'est pareil pour notre jardin intérieur. C'est vraiment tout un travail quotidien de mettre ça en place. Une écologie intérieure. Une écologie intérieure, ouais, une écologie intérieure. J'aimerais justement faire ce parallèle par rapport à l'écologie. Moi qui me suis beaucoup intéressée, où je vois beaucoup de militants écologiques, et je les trouve en colère. Et du coup, de cette colère, j'ai l'impression que ne peut pas jaillir justement une prise de conscience, un amour pour l'environnement, parce que finalement, en étant en colère, on amplifie le problème. Ouais. Est-ce que l'écologie, elle commence pas déjà par un amour de notre écosystème intérieur? Enfin, il y a beaucoup, Pierre Rabhi le dit, évidemment, mais par quoi ça commence de prendre conscience que cette nature extérieure, en fait, elle est en nous? Est-ce que vous pourriez donner un outil qui vous a aidé, ou quelque chose qui... Pour les chamans, bien sûr que le monde extérieur n'est pas coupé du monde intérieur. Et quand on prend soin de soi, naturellement, plus on prend soin de soi, plus naturellement on a envie de prendre soin de nos enfants, plus on a envie de prendre soin des gens qui sont à côté de nous, plus on a envie de prendre soin des animaux, plus on a envie de prendre soin des végétaux, et on se rend compte que en fait, c'est vraiment un ensemble. Et les chamans, les sages, sont en lien avec la vie. Ils savent ce que c'est que la vie d'un végétal. Il faut regarder, passer du temps dans la forêt pour regarder comment une fougère, les efforts qu'elle met pour se relier, pour après avoir un autre rapport à l'écologie. C'est ça l'écologie. Et c'est pour ça que, est-ce que les hommes politiques, pour moi, ils sont coupés? Je ne vais pas faire de généralité encore, chacun fait, mais le système, je vais dire ça, le système ne permet pas, le système tel qu'il est aujourd'hui, ne permet pas d'intégrer cette sensibilité.
Et cette sensibilité, elle est capitale. Et elle touche tous nos sujets de société. Elle touche l'écologie. Elle touche les drames à Lampedusa ou ailleurs de ces migrants qui se noient. J'écoutais 2 hommes politiques qui discutaient en disant « Ah oui, mais il faudrait d'abord les accueillir, les migrants, et puis après on discute. » On disait « Non, il faut pas. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de place pour le cœur. Les chiffres disent qu'on ne peut pas les accueillir. Et quelle place a le cœur à ce moment-là? Et notre politique, plus ça va, le système politique tel qu'il est, s'il ne permet pas au cœur d'intégrer et de jouer sa pleine place, on risque d'avoir un système qui est coupé de l'humanité, qui fait vivre qui nous considère, nous, comme des consommateurs et plus comme des êtres humains. Or, avant d'être des consommateurs ou des électeurs, on est des êtres humains et sensibles. C'est ça l'humanité. Remettre un peu la place à la sensibilité, à la gentillesse, qui a quand même mauvaise réputation. Ouais. Mais j'entends tout ce que vous dites, et là ça concerne le système, et encore une fois j'ai l'impression que c'est loin de moi. Comment je ne culpabilise pas au quotidien en voyant tout ce que je pourrais faire? Je pourrais même vivre comme les chamans, aller me mettre dans la forêt, mais j'ai pas l'impression que la vie veut que je fasse ça. Ne pas culpabiliser d'avoir des actes qui polluent, de prendre ma voiture, de manger de la viande qui provient d'abattoirs où les animaux... Donc où est mon rôle? Où est-ce que je place mon rôle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur de changer radicalement. Bien sûr, c'est dur. Et la première chose, c'est d'avoir de la bienveillance avec soi. Il ne s'agit pas de se maltraiter et de nourrir encore de la culpabilité ou ça. Ce qui va faire la différence, c'est notre intention. Que beaucoup de gens me disent « Ah oui, moi j'ai vu ce qui se passe dans les laboratoires, dans les abattoirs, je voudrais arrêter de manger de la viande, mais j'aime trop la viande. » Ok, si on doit manger de la viande, on mange de la viande, mais de le faire en conscience, de le faire avec au moins une pensée d'amour pour l'animal. Et déjà, on change quelque chose. Déjà, c'est plus pareil. Une pensée de respect en disant « Voilà, écoute, j'ai besoin de me nourrir, je te remercie d'avoir sacrifié sa vie. » Et déjà, il y a quelque chose qui change. Et pareil pour l'écologie. J'ai besoin de me déplacer aujourd'hui parce que ce que je vais faire, je me souviens de ce sage quand j'avais écrit un livre qui me disait combien d'arbres tu vas tuer pour écrire ce livre. Et d'un seul coup, j'avais regardé ça comme ça. Est-ce que ce que tu vas dire est suffisamment important pour ça? Et ça, c'est une conscience. Alors oui, quand je vais faire une conférence à Toulouse, je vais prendre l'avion et je me dis, ok, qu'est-ce qui dans la balance est le plus important? Et par moment, je me dis, je crois que c'est plus important de prendre l'avion parce que je vais aller toucher 300 personnes et ça va permettre de bouger les mentalités. Et d'autres moments, je dis, je reste chez moi, c'est plus important que je reste chez moi, tant pis pour aller faire ça. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. Puisqu'on est chacun dans son libre arbitre. Moi j'ai de leçons à donner à personne, chacun fait comme il veut. Je ne veux surtout pas de polémique avec chacun. Celui qui se sent bien avec lui, c'est bien pour lui. Moi je cherche déjà d'être cohérent avec moi, c'est pas toujours facile, on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord entre toutes les différentes parties de moi, mais j'essaye d'être cohérent. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je médite. Je me regarde dans la glace le soir en disant est-ce que tu es OK avec ce que tu as fait aujourd'hui? Avec toutes les actions que tu as fait, est-ce que tu es OK? Et j'essaye le plus souvent possible de dire oui, c'est tout. Et c'est simplement cette invitation-là que je renouvelle tous les jours, de me dire, est-ce que je fais de mon mieux? Dans cette période où on sait qu'on vit une période tellement particulière, qui ressemble quand même beaucoup à une fin de monde, à une apocalypse. Tous les signes sont là pour nous montrer. Qui est une révélation, d'ailleurs. L'apocalypse, ça veut dire révélation, et pas fin du monde. C'est pas fin du monde, c'est une révélation. Voilà. Et la révélation, elle nous montre que le système, tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas une crise qu'on vit, c'est une mutation. Une mutation, c'est une superposition de différentes crises. C'est ce qu'on vit. Crise écologique, économique, financière, humaine, qui touche les systèmes d'éducation, médicaux, de loisirs. Tous les systèmes sont concernés. Donc c'est pas une crise, c'est une mutation. La société change. Et comme cette société change, on a besoin de calme et de conscience pour se dire quelle société je veux créer demain. Nous tous, on est tous concernés par ça. Et c'est des petits changements, c'est des petits changements. On ne tire pas sur la tête d'une fleur pour la faire pousser plus vite. On a besoin de petits changements. Mais ces petits changements, multipliés par ces petits changements, peuvent en tout cas créer un changement global. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Vous y croyez? Je mets tous mes actes dans le fait d'y croire. Tous mes actes, toutes mes pensées sont orientées vers cette direction. Mais ma nature, quand on se réveille le matin, on tombe comme ça,
Hein, ça, c'est le centre de gravité, il tombe vers le bas. Un jour, en conférence, quelqu'un m'a dit « Mais vous êtes naïf, vous êtes optimiste ». Mais je dis « Mais l'optimisme, c'est pas un état de fait. Je me réveille pas le matin en disant « Je suis optimiste ». Je vois le drame humain partout dans le monde. Mais je me dis chaque matin « Ok, je vais faire ma part pour redresser ma colonne et pour me tenir droit, pour contribuer à l'émergence de ce nouveau monde, à ma façon. » Chacun fait à sa façon et chaque petit geste demande un effort supplémentaire. Hein. Il faut un effort supplémentaire quand on joue du violon pour maintenir juste la note. Il faut un effort supplémentaire pour se tenir droit, pour se tenir sur un fil. Ben nous, on est pareil. Il nous faut un effort supplémentaire pour nous tenir droit. Sinon, on n'est pas complètement dans notre humanité. Alors par rapport justement à la notion d'effort que vous venez d'aborder pour se tenir droit, pour être aligné avec qui on est, il y a une notion de discipline aussi derrière. Ouais. On a tendance à oublier que ça demande un effort, on a tendance dans cette société où tout est facile finalement, où on peut acheter sur internet en 2 clics quelque chose et l'avoir le lendemain, que ça demande du temps, ça demande de l'effort, c'est un peu difficile. Dans notre culture occidentale et judéo-chrétienne, on a souvent associé l'effort à quelque chose de « il faut le faire », parce que la vie n'est pas drôle, on ne choisit pas, faut souffrir pour être belle, etc. C'est pas du tout de cet effort-là dont je parle. L'effort dont je parle, c'est l'effort que fait la plante pour se redresser et se tenir droite. C'est un effort qui est presque naturel. Hein, c'est un effort pour maintenir le centre de gravité. Hein, quand je suis sur mon vélo, j'ai besoin de faire l'effort minimum pour ne pas tomber. Sinon, ça me fait tomber. Donc si je veux bénéficier de la force centrifuge, il faut que je pédale. Et notre effort à nous, il peut être fait dans le plaisir et dans la joie. Ce n'est pas un effort contraignant qui nous fait... Mais il y a besoin d'une discipline. Et pour voir la discipline, il faut qu'on se relie à quelque chose de plus grand. Si je médite, j'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin de faire un effort. J'ai besoin parce que sinon je vais méditer et puis au bout de 2 minutes je vais me dire « ça ne sert à rien, allez, je vais continuer à regarder mon film à la télé ». Non, je vais avoir besoin de me donner par exemple une discipline tous les jours, de me dire je médite tous les jours, je maintiens ma colonne vertébrale droite, je pose ma conscience sur l'abdomen, mais pour faire quoi? Et là j'aspire à quelque chose qui est plus grand. Plus grand, c'est comme ça mon esprit sera plus calme. Comme ça, je serai moins dans la dualité. Si je veux me faire cuire des asperges, j'ai besoin de faire un effort. Il faut que je prenne la casserole, il faut que je mette de l'eau et que je mette les asperges à chauffer. C'est ça l'effort. Mais parce que je vais avoir le plaisir de manger des asperges. Alors je vais être dans la joie, même dans le fait de préparer les asperges, d'être conscient de ce que je suis en train de faire. Je me prépare à manger. Et toute notre vie peut être associée, on peut prendre du plaisir dans les choses les plus simples. Hein. Mais ça demande à changer son regard sur le bien, sur le mal. Il y a un idéal qui est super bien, on ne sait pas ce que c'est, et pour ça il faut souffrir. Non, c'est pas ça. On est nous-mêmes pleins de nous, et pour révéler ça, on a besoin de maintenir un effort quotidien. Mais alors, comment on arrive justement à prendre du recul par rapport à des événements qui nous arrivent, ou dire oui? Vous dites souvent, il faut apprendre à dire oui aux choses. Ouais. Sans être totalement dans l'acceptation non plus de choses où il ne faut pas dire oui. Donc comment prendre ce recul, être dans l'acceptation et en même temps agir pour changer les choses. Ouais. Il y a un équilibre à trouver. Le maître d'Arnaud Desjardins, Swami Prajnapada, qui disait être libre, c'est être libre de dire non et de dire oui. Et ça, c'est peut-être le premier mot qu'apprend à dire l'enfant, c'est non. Non, je veux pas ça. Et des fois, on s'éloigne de ce non et on finit par accepter quand on est adulte. On dit oui alors que c'est non. On accepte une situation, on va manger chez la belle-mère alors qu'on n'en a pas envie. On accepte d'aller passer les vacances ici alors qu'on n'en a pas vraiment envie. On accepte, donc on dit oui alors qu'intérieurement c'est non. Donc pour se respecter, on a besoin d'apprendre à dire non. Mais une fois qu'on sait dire non, on a aussi besoin d'apprendre à dire oui. Et là, le oui, c'est un vrai oui. Il pleut, oui. Il pleut, c'est un fait. J'accepte la pluie. Je peux rentrer, je ne suis pas obligé de rester sous la pluie, je peux rentrer chez moi, mais je ne peux pas dire non à la pluie, puisque la pluie, elle est là. Si je suis dans une, je ne sais pas, je viens de perdre mon emploi, par exemple, à un moment donné, je vais dire non, je veux pas, mais à un moment donné, je vais dire oui. Oui, il y a le changement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis cassé un bras, oui. Je ne peux pas faire quelque chose pour... Et si je dis oui, j'accepte, et je vais accepter, je vais nourrir ça, et je vais me brancher sur la guérison, et je vais faciliter la guérison. Alors que tant que je dis non, je reste sur la rupture, sur quelque chose de cassé. Donc le oui, c'est les 2 mots les plus importants qu'on a. C'est un chemin spirituel en soi tout seul. Apprendre à dire non et apprendre à dire oui. Et là, on est dans le mouvement de la vie. Oui, pour comprendre que cette épreuve m'apporte quelque chose? Oui, cette épreuve, je vais pouvoir en faire quelque chose.
De tout, je vais pouvoir faire quelque chose. Moi, si je regarde, c'est bien évidemment les blessures, les maladies, les chocs amoureux qui m'ont permis de révéler d'autres qualités chez moi. Sinon, je serais resté comme un consommateur de la vie, à attendre que la vie me donne, sans chercher à savoir ce que moi je peux donner à la vie. C'est un peu fracassant. D'ailleurs, sans transition, j'aimerais parler justement de votre accident. C'est votre accident et l'expérience que vous avez vécue pendant votre accident qui vous a... Ça a été il y a eu une première chose à ce moment-là, c'est quand j'ai eu cet accident, quand j'avais 24 ans, cet accident de voiture, que j'ai raté un virage, et puis je suis parti dans les Pyrénées, dans le ravin, les Pyrénées espagnoles, et entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où la voiture s'est arrêtée, il s'est passé une vingtaine de secondes sur un temps chronométré, mais sur un autre temps, j'ai eu ce qu'on appelle une expansion de conscience, qui fait que j'ai vu en fait le temps se dilater très très largement, et j'ai pu voir dans ce temps ce qu'on appelle le lien karmique entre les obstacles, entre les événements que j'avais vécus. C'est-à-dire que j'ai vécu ça, ça a permis ça, qui a empêché ça, qui a fait ça. Et donc le temps, c'est... Et j'ai vu ce que j'avais fait d'utile dans ma vie, c'est à peu près ça, et tout ce que j'avais fait de stratégie, de trucs et de machins, et ça représentait ça. Et je me suis dit à ce moment-là, mais j'ai rien fait de ma vie. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a eu comme une envie de revenir sur la Terre, comme vraiment une envie de se dire on n'arrête pas là, je continue, je prends conscience de ça, et c'est le moment où la voiture a été arrêtée, la voiture a glissé sur le côté, elle a été arrêtée par un olivier un peu plus bas, et quand je suis remonté, il y a vraiment une conscience du temps qui avait complètement changé. Comme si d'un seul coup, on était sur plusieurs endroits en même temps. Il y a l'acteur qui est sur scène, qui joue son rôle. Il y a le spectateur qui regarde l'acteur qui joue son rôle. Il y a le régisseur qui regarde l'acteur qui joue. Il y a la personne qui regarde le théâtre. Il y a la personne qui regarde la personne qui regarde le théâtre. Ça, c'est multiplier les plans. C'est à ça que permet la méditation. Bien sûr. Et du coup, par rapport à ces actes, vous êtes revenu avec l'intention de faire des actes gratuits, vous dites ça, ou plus... Je suis revenu surtout en disant du sens. J'étais vraiment en quête de sens, de se dire à quoi tout ça, ça sert. Je ne veux pas simplement être comme un hamster et courir après mon truc en disant tout ça n'a pas de sens. À un moment donné, j'ai envie de se dire on peut sortir de la cage, la porte elle est ouverte. Mais la cage elle est composée par le barreau de nos préjugés, de nos a priori, de nos certitudes. Et quand on libère ça, c'est ce que permet le chamanisme, c'est ce que permet la méditation, on libère ça, on a accès aux différents plans. On peut sortir du théâtre et on peut sortir de la roue qui nous enferme. Mais vous, c'est passé par des étapes de souffrance? C'est passé par... il y a eu plusieurs choses. Il y a eu cet accident, il y a eu une maladie qui m'a posé beaucoup de questions, que j'ai soignées par des visualisations, que j'ai soignées par tout un travail personnel, de visualisation, de transformation intérieure. Il y a eu beaucoup de ruptures amoureuses qui prenaient toujours le même schéma. C'est-à-dire que la question qui m'était posée, c'est est-ce que ton cœur est ouvert? Et en fait, mon cœur n'était pas assez ouvert. C'est pour ça qu'il y avait ces ruptures amoureuses. Donc, ça m'a amené à ouvrir mon cœur. Il y a eu beaucoup de peur. Et tous ces événements comme ça qui ont été mis sur le chemin, qui m'ont amené à ouvrir mon cœur, à faire plus confiance, à prendre ma responsabilité de créateur. On est tous des créateurs et quand on crée, le monde devient plus beau. On devient... Du coup, par rapport à ces petits actes gratuits, comment on sait qu'on est dans un acte gratuit? Un acte est gratuit à partir du moment où on n'attend rien derrière. Et où on est rempli par le simple fait de faire l'acte. J'arrose la fleur et ça y est, je sais que j'ai fait ma part. Je peux partir tranquille sans savoir si la fleur elle va fleurir. J'ai fait ma part. Je donne un cahier à l'enfant et je donne un crayon. J'ai fait ma part. Je ne sais pas s'il va écrire derrière. Il n'est pas gratuit si je reste là à dire « Tu l'utilises mon cahier? Ça fait un quart d'heure que je l'utilise, tu ne te sois pas servi. » Là, il est plus gratuit. Mais s'il est gratuit, à ce moment-là, dans la beauté du geste, je sais qu'en le faisant, il y a quelque chose qui va se faire. Et ça veut dire se libérer de l'enjeu. Cet enjeu qu'on a toujours, se dire il faut vouloir, et peut-être dans mon chemin spirituel c'est ça qui a changé, c'est que toute la première partie de ma vie j'étais à chercher, je faisais ça pour avoir ça. C'est-à-dire que je me disais, ok je veux faire du théâtre, comme ça je vais monter cette pièce, comme ça on va me voir, comme ça après je pourrais passer au cinéma, comme ça je pourrais faire ça pour pouvoir obtenir autre chose. On est dans le futur. Et on est en permanence dans le futur. Et comme en plus dans le théâtre et dans le cinéma on passe son temps à se projeter dans des rôles, j'étais complètement coupé de ma vie. Et je faisais quelque chose pour obtenir quelque chose. Je vais lui dire ça, comme ça il va croire que ça, et comme ça il va trouver que, et je vais... Tout ça c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. On se manipule soi-même et on se coupe de ça.
je vais faire 1000 km, comme ça je vais me retrouver dans le sud, et puis comme ça je pourrai enfin souffler. Et puis on se retrouve que, en fait, on est aussi tendu là-bas qu'ici. Par contre, si on se détend ici, et si on prend la beauté du geste ici, on peut, dans toutes les situations, on peut trouver le meilleur. Et à ce moment-là, il y a une attente toujours, mais l'attente, elle est beaucoup moins chargée d'émotionnel. Et donc, c'est dans la beauté du geste. Et on peut se nourrir d'une rencontre fortuite qui est faite sur le marché. On peut se nourrir. Moi, des fois, je me dis, ah, c'est une nouvelle journée comment je peux la rendre exceptionnelle? Et elle est exceptionnelle, pas parce qu'il se passe un événement exceptionnel, mais parce qu'on va mettre une qualité d'intensité à un moment complètement anodin. Je vais prendre quelques minutes pour méditer avant de prendre une décision. Et j'en fais une décision extraordinaire. J'associe les rituels, c'est ça. J'associe le fond et la forme. Je vais écrire une lettre, mais je fais le vœu de se dire cette lettre va contribuer à améliorer notre relation. Et je l'envoie. Et après, c'est fini. Et je crois que c'est la différence entre la volonté et l'intention. La volonté, c'est je vais faire ça pour qu'il me fasse ça, mais j'espère qu'il va me faire ça. L'intention, c'est je fais ça dans cette direction-là. Et après, une fois que c'est fait, je lâche. Un jour, j'avais quelqu'un qui était en conférence, il avait le nez penché sur le programme. Et au moment quand je posais les questions, il a levé la main. Il m'a dit, j'ai une question. Vous n'avez pas parlé de ça, pourtant vous avez dit que vous en avez parlé. Pourquoi vous n'avez pas tenu votre programme? Et j'ai dit, ah, voilà une belle occasion de parler de la liberté. Puisque quand le programme qu'on s'est mis dans la journée, ou le programme qu'on s'est mis pendant les vacances, il est trop lourd, on n'a plus d'accès pour la magie, pour l'inattendu, pour l'imprévisible. Et si on veut créer de l'espace pour la poésie, pour l'inattendu, pour l'imprévisible, il faut lâcher un peu les programmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, il faut les lâcher un peu. On prend une direction, une fois que la direction est prise, on lâche. C'est un juste équilibre entre si j'ai un arc et puis j'ai pas de cible, à un moment donné, ça ne sert à rien que j'ai un arc. Donc j'ai besoin d'avoir une cible. Mais par contre, si je suis obsédé en me disant il faut absolument que je vais la tirer à côté, donc non, je vise la cible, je tire et je lâche. Et plus il y a de détente dans la main qui lâche, plus la cible, elle va toucher sa cible. Et c'est pareil dans mes actes quotidiens. Quand j'ai une négociation, je dois avoir moi je fais des formations pour la négociation pour les dirigeants, je les apprends à se libérer de l'enjeu. En disant, voilà, si je laisse faire, si ça doit se faire, ça se fera. Sinon, c'est que ça ne devait pas se faire. Et je fais confiance dans quelque chose de plus grand qu'est la nature. Et là, je retrouve la dimension chamanique. Et dans ces actes, je repars sur les actes gratuits, dans cette société où il faut quand même vivre, je trouve que c'est difficile de poser sa valeur, de poser un prix sur ses prestations, sur ce qu'on fait, et tout en étant aussi dans l'acte gratuit, même si c'est deux choses différentes, mais des fois ça peut, cette notion d'argent, on ne se sent pas forcément à l'aise avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous aussi ressenti? Oui. L'argent, c'est un sujet, c'est une énergie, l'argent. L'argent, en soi-même, ça n'a aucune valeur. L'argent, c'est une respiration. Ça nous permet de créer quelque chose. Mais s'il n'y a pas... l'argent, c'est une unité de valeur. Si je veux être plus grand, par exemple, le mètre, si je compare les dollars au mètre, moi je mesure 1m75, mais je voudrais mesurer 1m85. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux mesurer 1m85? Comme ça, je peux attraper les fruits sur le panier. Ah, donc ton but, c'est d'attraper les fruits sur le panier. Voilà. Pourquoi on veut plus d'argent? Pour faire quoi? Et ça, c'est une question à se poser. Moi, quand j'accompagne les dirigeants qui me disent « on va faire ça pour augmenter le chiffre d'affaires », je dis « qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent ?» C'est pour faire quoi? C'est une respiration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'argent, on a besoin d'argent, mais c'est une respiration, et on a besoin parce que ça peut être une libération et ça peut être un enfermement. Donc, on a besoin d'apprendre à s'en servir comme un outil nécessaire pour accéder à quelque chose. Et à ce moment-là, on va se libérer de la culpabilité, de la honte, de la peur. On a besoin de gagner de l'argent pour faire quelque chose. Et c'est sain. C'est sain. C'est sain si c'est associé à un objectif. Sinon, effectivement, mais l'argent n'est ni sain ni malsain. C'est nous-mêmes dans notre posture. Et on a des fois tendance à confondre l'argent, la valeur, le trésor. Et la véritable valeur, c'est quoi? C'est le temps libre, c'est la santé, c'est le sentiment de liberté, c'est ça la valeur. Et l'argent peut nous permettre d'avoir ces valeurs-là. Et bien souvent, l'argent, c'est l'inverse. On veut tellement gagner de l'argent qu'on se coupe de sa valeur. Voilà, on a besoin de remettre les mots à leur place, de remettre les situations à leur place pour
pour être dans un monde voilà, comme celui-ci, gagner de l'argent et en même temps savoir qu'est-ce qu'on en fait. Oui. Sur cette notion d'argent, justement, quand vous avez rencontré des chamans et des maîtres, est-ce qu'il y avait une notion monétaire? Est-ce que pour un enseignement, ils vous faisaient payer? C'est assez compliqué dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, du bien-être. Cette notion d'argent, on a l'impression que pour une guérison, faudrait que ce soit gratuit ou... Pour répondre à cette question, on est dans la tradition, par exemple, quand on allait voir le chaman, on était malade, on allait voir le chaman, on lui donnait un poulet, on lui donnait une galette, et puis il nous faisait un soin, et ça lui permettait de manger. La finalité, c'est quoi? C'est que le soin du chaman, ça lui permet de manger, d'avoir un toit et de se déplacer. Voilà. Notre finalité à nous, c'est pareil. Si on est professionnel de la santé, par exemple, moi je supervise beaucoup de thérapeutes qui me disent « Ah oui, moi j'ai du mal à demander de l'argent parce que aider les gens... » oui, mais la question c'est comment vous faites vous après pour vous développer, comment vous faites pour payer un cabinet, pour payer une maison, pour payer vos transports. Donc la première chose c'est de se libérer de la culpabilité de l'argent. L'argent c'est pas le souci, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là, hein? Un guérisseur ou un thérapeute qui à un moment donné serait dépendant de ses consultations en se disant, tiens, mon intérêt c'est que cette personne elle soit malade un peu plus, comme ça elle viendra me voir plus souvent, comme ça va me permettre de payer ma moquette. Bon, là, on rentre dans un système qui est perverti. Si on prend la médecine, qu'on appelle traditionnelle, qui n'a rien de traditionnel, mais la médecine officielle, on va dire, les laboratoires, etc. Comment ça fonctionne? À un moment donné, on a inventé des médicaments pour soigner les gens, et à un moment donné, la pieuvre est devenue tellement grande que l'intérêt des laboratoires, quand même à un plan, c'est de se dire, si les gens sont malades, ça nous permet de vendre. Donc l'intérêt, à ce moment-là, est faussé. Je prends ça à grande échelle, l'intérêt est faussé parce que c'est des actionnaires qui ont des intérêts à ce que, de façon détournée, même si ce n'est pas tout à fait conscient, mais les actionnaires ont intérêt à ce que les gens soient malades pour vendre des médicaments et faire monter le cours des actions. Tous les laboratoires pharmaceutiques fonctionnent comme ça. À un point plus restreint, le thérapeute, c'est pareil. S'il a besoin de se dire, il faut que j'entretienne, que les gens viennent me voir plus souvent, il est dans une démarche toxique. Maintenant de se dire, voilà, cette personne vient me voir, je lui permets d'être en bonne santé, ou je lui permets de retrouver un job, ou je lui livre un conseil, ou je livre un soin, ce soin il a une valeur, pour moi ça me semble tout à fait normal qu'il y ait un échange qui se fasse et qui soit à la hauteur de la valeur du soin qu'on donne, et voilà. Quand un coach aide une personne à trouver un boulot et aide un directeur commercial à retrouver un poste, que le type va gagner 5 000 € par mois, le coach, c'est normal qu'il soit rétribué pour ça. C'est tout à fait, ça me semble complètement normal que le service soit proportionnel à... Et ensuite, il y a l'éthique individuelle de se dire, une fois que j'ai suffisamment stabilisé, je peux permettre, moi je fais des conférences gratuites, je vais faire des ateliers gratuits, parce que le travail que je fais par ailleurs me permet d'avoir stabilisé. Je ne cherche pas à multiplier, à développer au maximum. Mais ça c'est notre éthique personnelle. Je discutais avec Thierry Boiron des laboratoires Boiron de l'homéopathie, qui disait dans notre gamme, on a par exemple certaines capsules d'homéopathie qu'on va continuer à produire alors qu'elles sont très très peu achetées. On gagne très peu d'argent, mais on continue à le faire, c'est notre forme de congruence. Pour le thérapeute, c'est pareil, et c'est pareil pour le guide, c'est pareil pour le voyant. Un voyant peut se faire payer pour ses services. Le tout, c'est qu'il y ait l'honnêteté personnelle, mais moi je ne veux pas interférer, je crois que c'est à chacun d'avoir son libre arbitre et son honnêteté. Et là aussi de se dire, est-ce que c'est juste ce que je fais? Et comme ça nous renvoie au prix qu'on vaut chacun, il y a des fois besoin de se faire confiance en disant, oui, j'ai de la valeur et je transmets de la valeur. Et plus je me donne de la valeur, plus je peux transmettre de la valeur. Il y a aussi la difficulté de trouver quelqu'un de confiance, parce que le développement personnel, le chamanisme, c'est quand même un vaste monde. Surtout en France, on a l'impression qu'il n'y a pas de garde-fou, ou il y en a quelques-uns, je pense à l'INRES ou des instituts qui essayent comme ça un petit peu de faire le tri. Mais comment on sait qu'on peut reconnaître quelqu'un de confiance? Quels sont les indicateurs Ça c'est assez révélateur parce qu'aujourd'hui on est assez à l'aise pour aller chercher un nouvel iPhone et se dire ouais, le 5 il a ça, le 6 il a plus de mémoire, le 4 il a ça, et on est très à l'aise pour acheter de la matière. Mais quand il s'agit de confier notre esprit à un chaman ou à un guérisseur ou à un voyant, on manque complètement de paramètres. Alors que c'est la même chose.
Hein, un voyant, un thérapeute, un chaman, si on va le voir, ça veut dire qu'on a une demande particulière. Et la demande particulière, on doit se sentir mieux si on va le voir. Si on ne se sent pas mieux, mais qu'il nous dit c'est bien d'aller mal, ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice ? La personne qu'on va voir, le chaman ou le guérisseur lui-même, est-ce que lui-même, il est inspirant ? Je ne dis pas exemplaire, on a tous nos zones d'ombre, mais est-ce qu'il est inspirant ? C'est-à-dire est-ce qu'il est aligné dans sa vie ? Est-ce qu'il est rayonnant ? Est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il est bien dans son activité matérielle ? Est-ce qu'il a posé déjà les choses dans son... Et ensuite, est-ce qu'il nous fait du bien ? Moi, je suis allé voir des chamans à l'autre bout du monde, et des fois, a priori, je me disais, oulala, il ne m'inspire pas. Et puis, j'allais un petit peu plus loin, je me disais, si, il me fait du bien. Donc, la base, c'est s'il nous fait du bien, mais profondément, s'il nous fait du bien, à ce moment-là, c'est que c'est quelqu'un qu'on peut continuer à aller voir. Si jamais on se sent plus minable, plus etc., évidemment, il ne faut pas y retourner une deuxième consultation. Mais j'insiste en disant, profondément, est-ce qu'il me fait du bien ? Parce que certains coachs ou thérapeutes, moi j'ai été bousculé par des thérapeutes à des moments donnés qui m'ont amené à me mettre des choses, à mettre le doigt sur des choses que je ne voulais pas voir. Ils ne me faisaient pas du bien sur un plan. Je disais, attends, tiens, je vais payer pour qu'ils me disent que, bon, ok. Mais profondément, il me faisait du bien, il me permettait de me libérer. Donc c'était juste que je les paye, et j'ai payé cher. Hein. J'ai laissé beaucoup d'argent aux thérapeutes, aux coachs, aux formateurs. Mais ça m'a permis aujourd'hui de me sentir, je peux le dire, bien dans mes pompes et relativement libre de ce que j'entreprends. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un prix à donner, et puis un prix pour recevoir, qui là aussi, qui est vraiment, et là je dis ça peut-être à l'initiative des thérapeutes ou des coachs qui ont un prix à se donner, quel est leur prix juste pour eux ? Hein, moi j'avais un prix de consultation, je ne demande pas le même prix il y a 10 ans que je demande maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant mon activité s'est développée, j'ai 3 personnes à payer qui travaillent avec moi, l'activité se développe. Et donc ce n'est pas les mêmes besoins, même si mes besoins à moi ils sont sensiblement les mêmes maintenant, mais j'aspire à faire des enseignements partout dans le monde, donc ça se développe. Ouais. Donc c'est toujours à chacun de voir qu'est-ce qui est juste pour lui. Comment on sait qu'on est prêt à transmettre ? On le sait. On le sait parce que tout notre corps le dit, et il n'y a plus cette question de la légitimité ne se pose plus. Comment on sait qu'on a faim ? Parce qu'on a faim tout naturellement. Comment on sait que c'est le moment de sortir ? On le sait parce que c'est naturel. Et quand c'est le moment de transmettre, il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'impose comme une évidence. Et extérieurement, les circonstances viennent nous chercher. C'est-à-dire qu'on va nous chercher pour une conférence, on va nous chercher pour un atelier, et là il n'y a plus d'effort. Le monde extérieur vient révéler une partie du monde intérieur qui est libre et qui est mature. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Non, surtout pas. Surtout pas. Très bien. Vous auriez quelque chose à rajouter pour nous ? Ou un message juste que vous avez... Un message, oui, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, parce que je crois qu'on vit une période de l'humanité qui est très sensible, qui est vraiment une période de transition. Et dans cette période de transition, on a besoin d'avoir une foi inébranlable. Alors où chercher sa foi, je crois qu'elle est assez profonde, et que des fois, même si en extérieur, on pourrait se dire il n'y a pas de raison d'avoir de l'espoir en ce moment, le monde va vraiment mal. Non, on vit une mutation, on vit une transformation, et on a toutes les raisons d'espérer. Merci Arnaud. Merci. C'était très inspirant. Sarva Siddhi Mantraya Sarva Karma